Revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est l'Arche de Noé. Libération nous propose un cochon tout rose, tout mignon, mais condamné à l'univers concentrationnaire d'une ferme industrielle. Agro-business, la mauvaise graine. Le Parisien nous montre une silhouette floue dont les oreilles dépassent des herbes et puis des gendarmes affairés. L'incroyable alerte au tigre. Mais une chose est sûre, ces animaux-là auront toujours l'air moins bêtes que les hommes. En une de Marianne, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Jean-Pierre Jouyet, et le titre, la conjuration des crétins. Et en une de l'Opinion, ce titre, Hollande, mission immobile. Avec le dessin de Cac, François Hollande l'air particulièrement benet, le corps en forme de sonde posé sur une comète très très loin de la Terre. Et la Terre tout là-bas, d'où l'on entend le constat des scientifiques. Le module communication fonctionne, le reste, pas de nouvelles. Les impôts, les augmenter ou pas, telle est la question ce matin. Mais oui, en une des Échos, fin des hausses d'impôts, le doute s'installe. Et pour le Figaro, impôts, la promesse de Hollande déjà démentie. Et alors partout, on ricane ce matin, comme Jean-Pierre Lacan dans le Midi Libre. Pauvre Eckert, écrit-il, qui, accablé par le poids de la charge, occupé à remplir ce tonneau des Danaïdes qu'est le déficit de la France, n'a même plus le temps de regarder la télé. Car à l'évidence, il n'était pas l'autre soir devant la petite lucarne quand le président s'est livré aux journalistes et à un carteron de français. On ne retint ce soir-là qu'une chose ou presque, l'engagement juré craché que notre président n'augmenterait plus les impôts à partir de l'an prochain. Oui, alors on voit ressurgir ce matin ce mot qu'on avait délaissé depuis peu, couac, accompagné des virements de bord, petits et gros mensonges, situations ubuesques. Parce que ces temps-ci, constate Gaëtan de Capelle dans le Figaro, il pleut des taxes comme à Gravelotte. Sur les résidences secondaires, sur les propriétés bâties, sur les parkings de bureaux, sur les nuits d'hôtel, sur les banques, sur les assurances, sur le diesel, sur les bords des mers et les rivières, sur la télévision. L'inventaire vous a un petit côté poésie surréaliste. Alors, dans l'Opinion, Nicolas Bétou constate surtout que c'est une fois de plus la parole présidentielle qui est dévaluée. En fait, la parole politique en général. Quand on se plonge dans les journaux ce matin, on s'aperçoit que l'affaire Jouyet-Fillon aura décidément tenu toute la semaine, Natacha. Oui, l'épisode Christian Eckert nous apprend que la gravure sur marbre, ça s'efface, mais l'épisode Fillon-Jouyet nous apprend que la comédie de boulevard est un genre à la mode. Dans Marianne, Joseph Massescaron revient sur le feuilleton de cette semaine, mais en nous montrant comment un François Hollande, toujours si sûr de lui et jamais vraiment sorti de son rôle d'inspirateur des éditos du Monde, a voulu jouer au plus malin avec des journalistes trop heureux de rompre le off et ne s'apercevant pas qu'ils allaient faire passer pour une victime celui qu'ils prétendaient abattre, Nicolas Sarkozy. Un tableau ravageur où le qualificatif qui revient le plus souvent est mariole. Alors pour sortir de là, François Fillon tente de prendre de la hauteur et de faire oublier les turpitudes. Une interview au Figaro Magazine avec photo de une, l'air sérieux et le regard « j'ai un projet pour la France ». En l'occurrence, le projet, c'est un programme sur l'immigration qui fait passer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 pour du centrisme mou. Suppression de l'aide médicale d'État, nouveau Schengen, critique contre le gouvernement des juges européens. Après Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, François Fillon sur le sujet de l'immigration, sujet visiblement crucial. Tout lien avec la montée du Front National serait évidemment purement fortuit. Dans M, le magazine du Monde, les portraits de parents qui sont victimes, malgré tout, on a envie de dire. Mais exactement, c'est un reportage intitulé « Parents à perpétuité ». Sophie et Dominique ont pourtant l'air de parents ordinaires, mais leur fils, Mathieu, 20 ans, vient d'être condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre et le viol, souvenez-vous, de la jeune Agnès, 13 ans, au collège de Chambon-sur-Lignon. Et les mots d'Isabelle Monin transcrivent avec pudeur la honte et la culpabilité, l'horreur absolue pour ces pauvres gens d'avoir engendré un monstre. Pas d'explication, juste un récit, celui de cette mère, elle-même enfant de l'assistance publique, née en prison de père inconnu, celui de ce fils décrit comme incapable d'empathie. L'horreur surtout que personne n'a vu venir. Et cette phrase de conclusion, terrible et belle pour nous qui justement exerçons notre empathie vis-à-vis de ses parents, les parents du monstre sont toute son humanité. On parle également de l'école. Alors, en débat, cette fois-ci, ce ne sont pas les redoublements, ce sont les notes. Oui, ça c'est la dépêche du Minier, qui consacre sa une à un énième rapport sur la suppression des notes à l'école, mais c'est dans Madame Figaro qu'on trouve un dialogue intéressant sur l'école française. D'un côté, un Xavier Niel qui égrène tous les poncifs sur la créativité que brimerait l'école, sur les jeux, l'apprentissage par le jeu et la construction par les jeunes de leur propre savoir. Et de l'autre, un Edgar Morin, certes rousseauiste, rêvant d'une école qui enseignerait la compréhension
compréhension du monde et la manière d'affronter ses incertitudes. Mais comme si l'école d'ailleurs pouvait et devait absorber tous les apprentissages, même ceux qui relèvent de l'expérience et de la vie. Mais un Edgar Morin qui précise tout de même, la culture générale donne les plus grandes joies car c'est elle qui aide à comprendre l'être humain, sa complexité. Apprendre ce qu'est la condition humaine est indispensable, dit-il. Alors est-ce que ça évite les monstres ? Sans doute pas, mais ça développe un peu l'empathie et ça nous rend donc plus humains. On termine, Natacha, avec un sondage plein d'humilité. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes concerné, Thomas. Le journal 20 minutes rend compte d'un sondage dont le résultat ne vous étonnera pas. 7 Français sur 10 pensent pouvoir faire mieux que leur chef. Oui. Alors des exemples, nous on en a plein. On a un certain François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, ça c'était assez évident. Un certain Manuel Valls aussi, Premier ministre de François Hollande, on se dit aussi qu'il doit faire partie des 71%. Mais en fait, rien à voir avec le caractère frondeur des Français qui pourrait leur jouer des tours, puisque en Allemagne, le chiffre c'est 83% par exemple, 84% pour les Américains. Non, notre drame à nous, c'est peut-être que nous avons des dirigeants qui nous donnent tous les jours des raisons de penser que nous ferions mieux. L'avantage quand on n'est pas chef, c'est qu'on peut désobéir. Parce que quand Exactement. on est chef, à qui désobéir après ? C'est plus compliqué. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi. C'était la revue de presse avec Page Jaune.